seul pour donner à manger à toute la planète. Parce que si vous pouvez faire rentrer tous les pays dans la configuration du continent africain, c'est que vous avez de quoi donner à manger à tout le monde. Est-ce que vous voyez à faire? Donc déjà, ça montre que déjà c'est faux. Puisqu'on vous dit on met les États-Unis, on met l'Europe, on met la Chine, et il y a encore de la place pour mettre encore l'Australie et compagnie. Ça veut dire que vous mettez toutes les terres de la planète dans le continent africain. Je crois même que la Russie rentre entièrement. Oui, la Russie plus la Chine. On a vu le schéma. Donc ce qui veut dire que l'Afrique à elle seule a de quoi nourrir toute la planète. Sauf que lorsqu'il y a eu les conférences de Bretton Woods et compagnie, on a interdit à l'Afrique de subvenir à ses besoins sur le plan agricole. Et toute la production africaine est une production de haut de gamme qui est envoyée en Occident. Ça, il faut le savoir. Et quand on voit, par exemple, que le président sénégalais tape du poing sur la table en disant il faut qu'il y ait une production qui reste quand même au Sénégal, le Sénégal fait du riz, le riz est de haut de gamme, il part. Alors que normalement, il y a quand même une couverture des besoins qu'il faut pouvoir faire sur le marché local. Sankara avait soulevé ce problème-là en son temps. Producteurs de coton, ils étaient producteurs de coton. Moi-même, j'ai fait en bus Yaoundé à Douala, au Cameroun, je n'ai pas vu un seul champ cultivé. Et pourtant, vous traversez pendant des heures et des heures donc un territoire qui pourrait servir à l'agriculture. Il faut savoir que tous ces territoires-là, avant l'arrivée des Portugais au XVe siècle, servaient à l'agriculture. Ce sont des anciennes terres agricoles qui étaient là. Et qu'aujourd'hui, à cause des intérêts économico-financiers mondiaux, on a décidé quoi? On a décidé que l'Asie allait produire du riz. Vous voyez l'affaire? Parce qu'il faut bien comprendre ce qui se passe. L'Asie produit du riz. Vous avez les États-Unis qui vont produire du blé, vous voyez, donc on va produire, et l'excès va être racheté par des organismes comme la FAO pour pouvoir être mis à disposition des pays. Est-ce que vous voyez l'affaire? Et le pays doit encore donner des subsides pour bénéficier de cet excès. La chose, c'est pourquoi on force un pays à récupérer l'excédent de l'autre, alors que ce pays a de quoi faire. Et l'agriculture, c'est quand même le fait de pouvoir avoir des paysans et d'occuper les gens à la production locale et endogène. Maintenant, le deuxième problème qu'il faut voir dans cette affaire-là, c'est que, regardez bien, on parle d'un continent africain qui a plus de milliards d'individus, mais où sont les machines agricoles pour cultiver les terres? On vous montre des images de gens qui sont courbés dans un champ en train de labourer le champ à la main. À l'ère des tracteurs, à l'ère de toutes ces machines-là, il n'y a pas une machine pour faire ça. Et il y a la FAO, on vous dit il y a la FAO, il y a la Banque mondiale, il y a tout ça. Et tous ces organismes-là, ça, on voit quoi? Un petit couteau pour retourner la terre? Vous voyez pas que c'est pas sérieux? Ou bien ils vous envoient directement le riz. Mais oui, ils envoient directement le riz. Donc on voit bien que nous sommes dans la prédation économique, nous ne sommes même pas dans des relations, je dirais, de pays à pays. Il n'y a pas de coopération. Il faut arrêter ces mots-là, ça n'a aucun sens, c'est des coquilles vides. Il n'y a pas de coopération, il y a du vol organisé. Vous voyez, du vol organisé aussi avec de la pression militaire. Parce qu'il ne faut pas oublier que l'armée française est déployée magistralement en Afrique, et beaucoup d'armées, on voit que les États-Unis aussi essayent d'installer des bases militaires, on voit bien ce qui se passe. Et on vous parle après de djihadisme, mais le problème c'est qui a distribué les armes? Mais justement, la France et l'Angleterre, qui à l'époque, donc du problème de Kadhafi, distribuaient des armes allègrement dans le site de la Libye, et des armes et des munitions. C'est-à-dire s'ils avaient donné des armes sans munitions, bon, l'affaire n'aurait pas été aussi grave qu'elle est aujourd'hui, mais le problème c'est qu'ils ont donné des armes et des munitions. Et ces armes et des munitions avaient tout simplement ravivé les velléités de population qui avaient aussi des revendications à faire. Non, on a mis un petit peu aussi de l'huile sur le feu. Et la problématique se pose au moment où on parle. Au Tchad, visiblement, il semblerait qu'ils aient demandé le départ, enfin qu'ils souhaitent le départ de la base militaire française. Mais effectivement, on a prévenu le président tchadien que ce ne sera pas une mince affaire de faire décoller les Français. Mais que concrètement, un pays étranger n'avait rien à faire, n'avait pas à poser sa base militaire en terre africaine, c'est-à-dire sous quelque raison que ce soit. Le problème, c'est que vous imaginez que vous avez affaire du commerce international avec des militaires chez vous sur lesquels vous n'avez aucune latitude. C'est quoi cette affaire? Vous voyez, c'est le problème du Mali. Le Mali a besoin de bâtir des relations internationales pour pouvoir son développement économique. Et vous avez des militaires qui sont déployés et vous n'avez pas d'action sur ces militaires-là. Vous voyez ce que je veux dire par là? Vous êtes en territoire occupé chez vous. Donc c'est ça les problématiques de fond. Parce que je veux bien qu'on nous raconte des histoires, mais à un moment on voit bien que ce sont des fables. Puisqu'on voit bien qu'il y a la contradiction. C'est-à-dire c'est dur de tenir la durée sur le long terme, c'est-à-dire de tenir l'argument sur le long terme. On a voulu... Moi j'ai toujours soulevé les mêmes problématiques. La problématique c'est l'idée d'envoyer l'armée installer la démocratie en Afrique
quand l'armée est envoyée, c'est-à-dire quand l'armée française est envoyée en Afrique, la décision n'est pas démocratique. C'est une petite cellule à l'Élysée qui prend la décision de faire décoller les militaires au Bourget en pleine nuit pour que personne ne voit. Et c'est 2 mois après qu'on nous dit que voilà, il se passe ça parce que les militaires ont été envoyés. Si c'était une armée démocratique, pourquoi on n'en discute pas à l'Assemblée nationale avant pour dire voilà, nous envisageons 2. Alors la chose, c'est que tous les pays européens savent très bien que la France fonctionne comme une monarchie vis-à-vis d'Afrique. Parce que c'est le seul pays européen où quand il y a une intervention en Afrique, ça ne passe pas par l'Assemblée nationale. La Hollande ne peut pas le faire, l'Allemagne ne peut pas le faire, l'Angleterre ne peut pas le faire. Il n'y a aucun pays européen qui peut envoyer son armée en Afrique sans que le Parlement à l'Assemblée soit au courant. Il n'y a que la France qui fait ça. Et ça remonte à la France-Afrique avec les Foccart et compagnie. Vous voyez, je fais bien par là. Et ça perdure jusqu'à aujourd'hui. Alors après, venir dire qu'on va maintenir la démocratie, on va installer la démocratie, ou parler de démocratie, alors que la décision n'est pas démocratique, il faut quand même arrêter de prendre les gens pour des imbéciles. Vous voyez, je veux dire par là. Et ça, c'est un problème de fond. C'est un problème de fond. Maintenant, la chose, c'est qu'on voit que on a transformé les relations internationales en relations de prédation militaire. C'est-à-dire qu'on voit bien que nous ne sommes plus dans des échanges internationaux. On voit bien que constamment, il est question que d'armement militaire et compagnie. Et de coups de pression, on avait Kim Jong-un et effectivement Donald Trump. Voilà, qui essaye de faire monter la sauce en disant que, et qui fait qu'on voit bien aussi que ça révèle quoi? Ça révèle que les Occidentaux sont conscients de leur domination sur le monde par l'arme nucléaire. Et qu'à partir du moment où leur domination est remise en question par un pays, peu importe sa taille, peu importe son nombre d'habitants, qui décide de rentrer dans le cercle de ceux qui possèdent la nucléaire, on voit tous les remaniements, on a l'impression que plus personne ne dort tranquillement, alors que le gars n'a jamais dit qu'il va attaquer quelqu'un. Est-ce que vous voyez l'affaire? Donc l'Occident a le droit de venir faire des tests de bombes nucléaires en Afrique, des tests de bombes nucléaires dans le Pacifique ou dans le désert du Texas, mais la chose c'est que quand c'est un autre pays qui dit ben moi aussi je veux pouvoir à mon développement et me protéger, ça devient un problème pour tout le monde. L'Iran a eu le même problème. Mais oui, ça devient un problème, et jusqu'à aujourd'hui. Mais la chose, c'est qu'on voit que l'agenda militaire et politique américain vis-à-vis de l'Iran a été ouvert à une époque où il n'y avait même pas de problème avec l'Iran. Exact. C'est-à-dire que l'Iran est devenu une cible stratégique tout simplement pour défendre une chose qui est le dollar. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de nations disent que compte tenu du fait que les États-Unis, c'est le pays le plus endetté au monde, tout est basé sur le dollar. Le désordre. Le désordre. Oui, le désordre. Maintenant, nous devons écouter ce qu'il va dire sur le blanchiment. compagnie. Qu'est-ce qu'ils admettent à Sciences Po que 50 euros sur 100 euros dans la poche française? Vous avez compris que il y a déjà un certain nombre de phénomènes qui vont se passer. Le gars délocalisé, c'est vendredi, tu dis à tes salariés au revoir, lundi matin, directement, ça veut dire copier, plagier. Bon, donc ça veut dire que c'était des noirs qu'on a blanchis. Bon, les découvertes archéologiques de beaucoup de ce qui sont là ne sont pas les vrais. Voilà. Que ce soit dans Écoutez bien croyance, ce ceci. n'est pas du tout le but. On parle de faits. De faits scientifiques, de faits prouvés, qui sont issus de recherches, de choses avérées. Et justement, pour que les choses soient claires une bonne fois pour toutes, quand M. Omotunde disait précédemment dans d'autres émissions que les origines de la Bible venaient effectivement de peuples noirs et que c'était spécifié dans la Bible même, eh bien il m'a d'ailleurs montré, puisque vous avez porté une Bible. Est-ce qu'on peut avoir le visuel justement sur la Bible? Par exemple, si on prend la Bible Tome, vous voyez, et on lit la Bible Tome au début, ben, ce que nous disons est écrit et consigné dans la Bible elle-même. C'est-à-dire que la différence qu'il y a entre ce que dit la Bible et moi, c'est que la Bible dit que les textes qui sont là ne sont pas les vrais textes. Est-ce qu'on peut avoir, parce que c'est écrit noir sur blanc, donc voilà, est-ce qu'on peut avoir le visuel? Les vrais textes, et que ça fait l'objet d'une, je dirais, d'une réécriture. Voilà, par exemple ici, l'image, ça fait l'objet d'une réécriture, et que on peut par exemple lire, moi je peux lire par exemple ce qui est écrit. Alors à la page 21 de la Bible Tome, c'est marqué: en racontant les origines du monde et de l'humanité, les auteurs bibliques n'ont pas hésité à puiser directement ou indirectement dans les traditions de l'ancien Proche-Orient. Donc puiser directement, ça veut dire copier.
Plagié. Bon. Donc ça veut dire que c'était des Noirs qu'on a blanchis. Bon. Les découvertes archéologiques depuis plus d'un siècle montrent en effet qu'il existe plusieurs pages. Il existe entre les premières pages de la Genèse et des textes lyriques, sapiento ou liturgiques, de Sumer, c'est-à-dire la tradition des Noirs élamites, de Babylone, la tradition des Noirs chaldéens, de Thèbes, de la tradition des Noirs égyptiens, ou d'Ougarit, c'est-à-dire les Cananéens, bien des points communs. Mais quand on dit bien des points communs, il y a une chose qu'il faut dire, c'est pas la même date. Parce que quand je prends le texte de l'Égypte, je suis pratiquement 5000 ans, 4 à 5000 ans avant l'arrivée d'Alexandre le Grand. Donc on ne peut pas dire des points communs, parce qu'il y a un ancien texte qui a été copié et qui a donné les versions que nous avons aujourd'hui. Bon, mais regardez ce que la Bible dit. Ce fait n'a rien d'étonnant quand on sait que le pays où Israël s'est installé a été largement ouvert aux influences étrangères et que le peuple de Dieu a été lui-même en relation avec ses voisins. Mais les progrès archéologiques révèlent également que les écrivains bibliques responsables des premiers chapitres de la Genèse, loin d'être de serviles imitateurs, c'est-à-dire des plagiaires, ont su retravailler leurs sources et les repenser en fonction des traditions spécifiques de leur peuple. C'est-à-dire qu'on fait une tradition matriarcale transgressée dans le patriarcat. C'est-à-dire une tradition où Dieu crée l'homme et la femme, ça part dans une tradition patriarcale où c'est la femme qui sauve la côte de l'homme. Il faut voir l'affaire. Vous voyez ? En fonction, donc retravailler les textes en fonction de leur tradition spécifique, en soulignant du même coup l'originalité de la foi yaviste. Écoutez la conclusion. Il reste que la comparaison entre les textes bibliques et les récits relatifs à l'origine du monde et aux héros de l'Antiquité ne manque pas d'intérêt. Sauf qu'on ne vous donne pas les textes originaux des Noirs élamites, des Noirs cananéens. Donc, comme on ne vous les donne pas, moi, j'ai écrit un bouquin, Cosmogénèse tome 3, et je vous donne un petit exemple. Lorsque Dieu annonce à la femme qui a été choisie qu'il a eu un fils divin, d'accord ? Et qui dit à cette femme-là, donc il y a ce qu'on appelle l'annonciation, il va lui parler. Il lui parle. Dans le texte africain, le fils de Dieu qui s'appelle Oussiré, Dieu dit à cette femme, mon fils Oussiré est désormais dans ton sein, ne crains rien à ce propos, tu es celle que j'ai choisie pour m'aider à sauver encore une fois l'humanité. Malgré eux, Oussiré sera le signe de ma puissance et de ma bonté, ainsi soit-il fait. Vous prenez le texte biblique. Sois joyeuse, toi qui as la faveur de Dieu, le Seigneur est avec toi. Voici que tu vas être enceinte, tu en fêteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. L'Esprit Saint viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. Mais déjà, l'expression te couvrir de son ombre, c'est une expression de l'Égypte ancienne. Parce que Pianki, le roi Pianki, l'a utilisé cette expression. Voyez ? Donc, vous voyez bien que non seulement c'est intriguant, parce que quand la Bible dit que ce sont les mêmes textes qui ont été retravaillés et transgressés, moi ce que j'essaie de vous expliquer au-delà de tout ça, c'est qu'au départ, ce qu'on appelle les saints chrétiens, c'était des divinités africaines noires, charbon, vélo, solex. Il faut être très clair, vous voyez l'affaire ? Et c'est parce que les Occidentaux sont des locodermes, et les Sémites sont des Sémites, qu'ils ont tout simplement refait les représentations, je dirais, un peu à leur image, en blanchissant, donc toute la Vierge Marie, tout ça, c'est des personnages qui ont été blanchis. Mais la version blanche n'existe pas en réalité, parce que vous êtes obligé de vous référer à l'original. Et eux-mêmes le précisent. Mais là où c'est fort, c'est que ce que dit la déesse noire est exactement ce que dit la déesse blanche. C'est-à-dire les propos sont les mêmes. Et comme on le sait à partir des textes. Et c'est pour ça que la Bible même dit que la comparaison des récits ne manque pas d'intérêt. Mais elle ne va pas jusqu'à vous donner les récits. Il faut aller les chercher. Maintenant, quand on rentre dans l'analyse technique, parce que il faut bien comprendre une chose. Nous, on est dans une analyse qui est scientifique. C'est-à-dire une analyse technique, une analyse historiographique. À partir du moment où vous êtes sérieux, c'est-à-dire, je ne parle pas de gens qui sont dans la fantaisie ou dans la fable, c'est-à-dire que vous êtes sérieux et que vous analysez le texte par rapport à la chronologie historique et aux faits scientifiques. Vous vous rendez bien compte
que ce qu'on essaye de vous dire ne tient pas face à la démonstration scientifique. Et je voudrais prendre un exemple, Thomas Romer. Thomas Romer, donc ce serait bien de prendre le temps de l'écouter. Thomas Romer, c'est le spécialiste de l'enseignement théologique à l'université de Lausanne. Et c'est lui qui enseigne donc l'Ancien Testament, mais la particularité qu'il a, c'est qu'il maîtrise l'écriture hébraïque. Donc son enseignement, son explication, sa démonstration, il la base à partir des textes hébraïques. C'est même pas à travers les traductions, déjà au niveau des textes hébraïques. Et quand il analyse ça, parce qu'il est au Collège de France, vous voyez, et c'est lui qui est responsable de l'enseignement théologique et de l'explication maintenant historiographique des choses, vous allez voir que ce qu'il dit est détonnant pour celui qui ne connaît pas. Mais celui qui connaît la problématique historiographique, on se dit, tiens, là voilà quelqu'un qui fait quand même un petit effort de vérité. Donc prenons le temps de l'écouter, hein, parce que c'est intéressant de voir ce qu'il dit. Bonjour Thomas Romer. Bonjour. Vous êtes titulaire de la chaire Milieu biblique et votre approche de ce texte est avant tout historique, critique, laïque. Vous montrez bien à quel point ce texte n'est pas écrit par un seul auteur et d'ailleurs n'est pas un seul texte. Il n'y a pas forcément une unité. Il n'y a pas d'unité, c'est vrai. D'où est-ce que ça vient? Est-ce qu'on sait aujourd'hui qui a écrit la Bible et à quelle époque précisément? Alors qui, si on pouvait mettre des noms, ce sera bien. On a le nom d'aucun auteur parce que justement, ça c'est intéressant, les textes ne sont pas signés. Il y a des textes de l'Antiquité qui sont signés, c'est tous des textes anonymes en fait, et puis les auteurs, ou il faudrait plutôt dire des rédacteurs, parce qu'il n'y a pas vraiment à l'origine quelqu'un qui invente un texte, souvent ça vient des traditions orales, donc on peut retracer ce chemin, parce que là on a les méthodes, on peut comparer. Par contre, les noms des auteurs, nous ne les savons pas. Votre approche d'historien vous oblige en fait à resituer aussi le contexte et l'époque à laquelle ces textes ont été écrits. Ça, c'est important? Ah, c'est très important, c'est très important. Il ne faut pas avoir cette idée que la Bible est tombée du ciel, elle n'a pas été dictée d'un seul coup à Moïse ou à je ne sais pas qui. Justement, la Bible s'est constituée très lentement dans des situations historiques précises. On peut dire que ça commence grosso modo au 8e siècle avant l'ère chrétienne. C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Alors à ce moment-là, vous avez deux royaumes. Vous avez le royaume d'Israël dans le nord, dont la capitale est Samarie, et pas Jérusalem, puisque Jérusalem, c'est la capitale d'un petit royaume qui s'appelle le royaume de Juda. Donc c'est pas encore le royaume d'Israël. Et à ce moment-là, ces deux royaumes se trouvent en fait sous domination assyrienne. C'est clair qu'il y a une sorte de réaction à cette présence assyrienne qui fait qu'on a les premières annales, qu'on a aussi des textes qui reprennent les lois assyriennes. On a des textes qui sont construits comme des traités de vassalité assyriens. Donc, d'une certaine manière, on peut même dire que ce sont les Assyriens qui sont à l'origine de la Bible. En quoi les manuscrits trouvés à Qumran en 1947 ont bouleversé en fait l'approche de la Bible, du texte? Parce qu'apparemment, sur le plan archéologique, c'était majeur cette découverte. Ah, mais tout à fait. Je pense que c'est une des plus grandes découvertes en sciences bibliques qu'on a eues. Parce qu'avant Qumran, en fait, on avait presque pas de manuscrits avant le Moyen-Âge. Donc on n'avait aucune idée de la stabilité de la transmission du texte. Donc à la limite, on pouvait être très radical en disant on n'en sait rien. Les textes bibliques, ils ont été inventés à partir de rien, au 1er et 2e siècle, on n'en sait rien. Et puis Qumran a montré quand même qu'au 2e siècle, au moins avant l'ère chrétienne, il y avait une grande partie des textes, presque tous les textes bibliques sont présents à Qumran par des fragments, pas des rouleaux entiers. Et en même temps, on a vu quand même, en regardant les textes de Qumran avec les grands manuscrits que nous avons ensuite du Moyen-Âge, qu'il y a quand même une certaine fidélité dans la transmission. Il y a des différences, mais en même temps, sur les grands, les narrations, les textes juridiques, ils sont quand même très, très semblables à ce qu'on a après dans les manuscrits. Donc on a... Voilà, donc je dirais que c'est très intéressant ce que dit Thomas Romer, parce que
là, on rentre véritablement dans le fond des choses. En ce qui concerne nos textes qui ont été plagiés, je peux vous dire qui les a écrits. Kajelmi, Taotep, Méricaré, Akhenaton, Ankhéchon. Donc nous connaissons très bien, et je tiens à dire que les théologiens savent très bien qui est écrit. Parce que les théologiens même ont fait un ouvrage dans lequel ils ont mis, et je l'avais montré lors d'une émission précédente, ils ont mis les papyrus d'Amenemopé, donc Amenhotep, et les textes bibliques qui correspondaient à la copie de ces papyrus-là. Donc ça veut dire qu'ils savent. Voyez? Donc maintenant, on prend le texte d'Amenhotep, on donne donc un autre nom et on l'affecte à quelqu'un dans la Bible, et on se rend compte qu'à la date où on a placé ce personnage-là, il raconte des faits. Je crois que si ça continue à couper, je serai obligé de stopper la vidéo et de reprendre. Hein, si ça continue à faire ça, parce que c'est très important. Il est en train d'expliquer l'origine de la Bible. Hein, parce que la Bible, c'est un livre falsifié, bien falsifié, par l'homme blanc. Donc je crois que si ça fait que couper, je serai obligé de reprendre la vidéo parce que c'est important. C'est important. Hein? Je vais arrêter la vidéo et reprendre. Voilà, j'ai préféré arrêter la vidéo parce que ça coupait beaucoup. Hein? Donc nous devons écouter ce qu'il est en train de dire parce qu'il parle du papier russe. Hein? Il parle du papier russe et il parle de la Bible. Hein? Donc nous allons suivre pour comprendre comment l'homme blanc est un grand manipulateur. Hein? On va suivre. Parce que c'est important. Qumran, en fait, on avait presque pas de manuscrits avant le Moyen-Âge. Donc on n'avait aucune idée de la stabilité de la transmission du texte. Donc à la limite, on pouvait être très radical en disant on n'en sait rien. Les textes bibliques, ils ont été inventés à partir de rien, 1er, 2e siècle, on n'en sait rien. Et puis Qumran a montré quand même qu'au 2e siècle, au moins avant l'ère chrétienne, il y avait une grande partie des textes, presque tous les textes bibliques sont présents à Qumran par des fragments, pas des rouleaux entiers. Et en même temps, on a vu quand même, en regardant les textes de Qumran avec les grands manuscrits que nous avons ensuite du Moyen-Âge, qu'il y a quand même une certaine fidélité dans la transmission. Il y a des différences, mais en même temps, sur les grands, les narrations, les textes juridiques, ils sont quand même très, très semblables à ce qu'on a après dans les manuscrits. Donc on a... Voilà, donc je dirais c'est très intéressant ce que dit Thomas Romer, parce que là, on rentre véritablement dans le fond des choses. En ce qui concerne nos textes qui ont été plagiés, je peux vous dire qui les a écrits. Kajelmi, Taotep, Méricaré, Akhenaton, Ankhéchon. Donc nous connaissons très bien, et je tiens à dire que les théologiens savent très bien qui est écrit. Parce que les théologiens même ont fait un ouvrage dans lequel ils ont mis, et je l'avais montré lors d'une émission précédente, ils ont mis les papyrus d'Amenemopé, donc Amenhotep, et les textes bibliques qui correspondaient à la copie de ces papyrus-là. Donc ça veut dire qu'ils savent. Voyez? Donc maintenant, on prend le texte d'Amenhotep, on donne donc un autre nom et on l'affecte à quelqu'un dans la Bible, et on se rend compte qu'à la date où on a placé ce personnage-là, il raconte des faits qui émanent de rois qui ne sont même pas encore nés. Donc ça veut dire que l'auteur qui a rédigé connaissait le roi, mais la personne qui a vécu là ne pouvait pas connaître le roi parce qu'il n'est pas encore né. Donc c'est ça qui amène Thomas Romer à dire finalement c'est pas qui a écrit. Parce qu'il y a beaucoup d'anachronismes, vous comprenez le problème? Bon.
Maintenant, vous comprenez bien que Thomas Römer ne veut pas réinstaller l'Afrique, parce qu'il ne faut pas oublier que les Sémites sont installés sur un territoire égyptien, c'est-à-dire que Canaan appartient à Pharaon. Il ne faut pas l'oublier. Et que quand on a fait des fouilles, des milliers d'années avant l'arrivée des Hébreux, enfin l'arrivée des Sémites et compagnie, leur installation, on trouve déjà des vestiges qui remontent à avant Narmer, le fondateur, c'est-à-dire Narmer qui a fondé l'Égypte antique en 3200. Avant Narmer, on retrouve déjà des palais égyptiens à Canaan. Donc c'est pour vous. Et c'est des Français qui ont fait aussi les fouilles. Donc on a les documents. Le Figaro a fait une page sur les fouilles réalisées dans la bande de Gaza. Les gens n'ont qu'à taper bande de Gaza fouilles, ils verront que le Figaro en a parlé. Maintenant, lorsqu'il parle des Assyriens, il faut savoir que tous les peuples de Mésopotamie ont copié et recopié la tradition des Noirs élamites. Ce sont les Élamites qui ont inventé le droit. Ce sont les Élamites qui ont inventé l'écriture, donc l'écriture cunéiforme, et ce sont les Élamites qui ont élaboré les textes qu'ils vont tous recopier, c'est-à-dire les Akkadiens, les Babyloniens, les Assyriens, ils vont tous reprendre les mêmes textes des Élamites puisqu'ils n'ont pas de texte. Vous voyez l'affaire? Et c'est pour ça que Thomas Römer, ça lui donne l'impression que, en fait, c'est par cette courroie de transmission assyrienne qu'on se retrouve avec le texte de la Genèse. Pourquoi il dit ça? Parce que dans le texte des Élamites, il y a une divinité qui s'appelle Niursag, vous voyez, avec Enki, et comme le péché originel est commis par un homme, il appelle sa femme au secours, et sa femme va sortir de sa côte, vous voyez, donc ce qu'on appelle Ti, celle qui donne la vie. C'est le plus ancien texte racontant qu'une femme est sortie de la côte d'un homme. Mais sauf que cette femme qui sort de la côte d'un homme, ce sont des divinités. Est-ce que vous voyez l'affaire? Donc, ce texte-là, qui est bâti dans une situation élamite matriarcale, où la faute dans le pays imaginaire du début n'est pas commise par la femme, elle est commise par l'homme, va être recyclée par les patriarcaux quand ils vont commencer à s'organiser en royaume politique, pour devenir la faute est commise par la femme et pas par l'homme. Donc vous voyez bien que la tradition de départ nomade ou matriarcale influe beaucoup sur non seulement la constitution des relations sociales, mais aussi l'appréciation qu'on va porter. Et c'est ça que la Bible appelle retravailler son texte en fonction de sa culture. C'est-à-dire que tu prends un texte où tu as l'égalité homme-femme, mais comme ce n'est pas ta culture, tu vas le réécrire en organisant l'inégalité homme-femme, en faisant croire aux jeunes que Dieu a créé la femme de la côte d'un homme, alors que les hommes ont toutes leurs côtes des deux côtés. Vous voyez, si encore l'homme avait une côte en moins quelque part, on aurait pu cautionner ce texte qui n'avait qu'une tête. Mais tout le monde voit bien que l'homme a le même nombre de côtes de côté. Alors on va vous dire, oui, il a fait repousser la côte. Vous voyez, puisque comme on est dans le fantasmagorique et qu'on raconte n'importe quoi, donc naturellement, ce genre de texte, c'est la porte ouverte au n'importe quoi. Mais sauf que quand vous commencez à regarder les textes anciens, il n'y a pas ce genre de délire. C'est-à-dire que les textes n'ouvrent pas la porte à du délire imaginaire. Parce que les choses sont carrées. C'est fondé sur la sagesse et l'harmonie. Donc il y a un côté vraiment très réglementé. Maintenant, qu'est-ce qu'on constate? On constate que le corpus vient du fin fond de l'Afrique. Vous savez que là où l'homme est né, les ancêtres ont appelé cette terre-là Tanétia. Tanétia, ça veut dire la terre sainte. Et l'homme n'a pas cherché à faire un Dieu descendu du ciel. Il sait tout simplement que si tout ce qu'il a sur terre a un créateur, en étudiant simplement le fonctionnement de ce qu'il a créé, on arrivera à comprendre ses valeurs axiologiques. Et c'est cette étude-là qui leur a permis de comprendre ça. Maintenant, quand les autres peuples ont vu qu'il y avait une avance théologique de l'Afrique, on a transformé la tradition africaine en animisme. Mais regardez la supercherie. L'animisme, c'est quoi? C'est considérer que dans un arbre ou dans un cours d'eau, voyez, vous avez la présence du divin. Mais la question, c'est qui a créé l'arbre et qui a créé le cours d'eau? C'est pas le divin, c'est pas Dieu. Donc c'est même ridicule d'aborder la chose sur cet angle-là, puisque l'arbre même, c'est le fruit de la création, et la création, c'est le fruit de l'œuvre divine. Est-ce que vous voyez la chose? Et c'est pour ça que, si vous prenez Totem et Tabou, écrit par Sigmund Freud a dit dans Totem et Tabou que le système religieux le plus puissant, le plus valable scientifiquement parlant, c'est l'animisme. Lui-même l'a dit, et il a fait tout un discours sur l'animisme pour expliquer que c'est véritablement le système religieux le plus puissant.
Sauf que quand nous avons analysé les choses à l'école éthiopienne, véritablement, parce que jusque-là, ce sont les étrangers qui parlent de nous. Mais nous, on n'a pas encore ouvert vraiment la parole pour dire, mais voilà en fait comment nous percevons les choses. En fait, on s'aperçoit que nous, on est ni monothéiste, ni polythéiste, on est dans une forme de mono-origénisme. C'est-à-dire, c'est quoi le mono-origénisme? C'est-à-dire de considérer qu'au départ, il y a eu un créateur qui s'est démultiplié dans tous les éléments de sa création. Et comme chaque création a une forme de vie qui émane de lui-même et qu'il est l'animateur de toutes les formes de vie, donc chaque forme de vie étant reliée à sa vie première, c'est ce qu'on appelle la théorie de l'un qui est devenu multiple, et la somme du multiple n'est que l'un. C'est-à-dire, si on prend la totalité de tout ce que Dieu a créé, ça égale Dieu. Vous voyez ce que je veux dire par là? Et c'est à partir de ce moment-là que comme il y a sa force ontologique dans toutes les composantes de la création, eh bien, tout simplement, il n'y a pas une voie pour aller vers lui, mais il y a autant de voies qu'il y a de choses qui ont été créées par lui. Vous voyez l'affaire? Et ce genre de conception est difficile à percevoir pour ceux qui organisent la binarité. Ça veut dire la binarité, c'est quoi? S'il y a le bien, il y a le mal. Donc quand il déclare « moi je suis le bien », forcément toi tu es le mal, même si tu lui as rien fait. Il ne te connaît pas, c'est la première fois qu'il te voit, mais il déclare qu'il est le bien. Toi tu lui as rien fait, tu ne sais même pas d'où il vient, et tu fais que voir qu'il te met en joue sur un fusil, il t'abat parce que tu es le mal. Vous voyez bien que ce genre de vision n'a entraîné que des dérèglements dans l'histoire de l'humanité. Maintenant, dans la tradition africaine, la chose est beaucoup plus complexe que ça. La chose, elle est complexe. Pourquoi? Parce que le mal n'a pas d'intérêt à tuer le bien. Pourquoi? Parce que si le mal tue le bien, le mal c'est tuer lui-même. Parce que qu'est-ce qui permet au mal de savoir qu'il est le mal? C'est le bien. En absence du bien, le mal ne sait plus quelle est sa valeur. Donc c'est pour ça qu'on rentre dans un territoire de réflexion qui s'appelle la complexité. C'est-à-dire que le mal a besoin du bien pour révéler qu'il est le mal, comme le bien a besoin du mal pour révéler qu'il est le bien. Mais l'un n'a pas d'intérêt à supprimer l'autre, parce que le supprimer l'autre revient à se supprimer lui-même. Vous voyez ce que je dis par là? Et c'est là qu'on est dans le territoire de la complexité, dans la réflexion. Et la chose après, c'est que c'est une ouverture scientifique. Et c'est ça qu'il faut véritablement comprendre. Donc, la chose, c'est que quand Thomas Romer parle, il aborde le phénomène sous le volet de la branche purement mésopotamienne. Mais il y avait la branche africaine, pour laquelle on a beaucoup plus de documents qu'il ne peut pas ignorer. Mais là, il y a un parti pris géopolitique qu'on peut arriver à comprendre. Mais pour ceux qui l'a dit déjà, ça permet d'avancer dans la réflexion et de comprendre un certain nombre de choses. Maintenant, il y avait un deuxième document que j'ai amené, qui est assez intéressant dans la façon dont le chercheur analyse la problématique historique. Ça vaut le coup de le regarder. On y va. La croyance en l'au-delà ne s'est pas seulement propagée à la nouvelle classe moyenne émergente. De l'avis de certains experts, le livre des morts est même allé jusqu'à influencer les textes sacrés juifs et chrétiens. La vision de l'au-delà des premiers chrétiens était en grande partie issue de l'Égypte antique. C'est d'ailleurs logique, parce que la plupart des pères de l'Église chrétienne étaient égyptiens de naissance. Au moment de rédiger des écrits sur la nature et la substance de l'au-delà, ils se sont référés à des concepts égyptiens, parce que la Bible laissait bien des points sans réponse. L'idée de pouvoir passer sa vie après la mort avec des êtres chers dans un bel endroit est commune au christianisme et aux croyances égyptiennes. L'iconographie chrétienne elle-même ne serait pas sans rapport avec l'ancienne Égypte. Quand on étudie l'histoire du Nouveau Testament, il apparaît clairement que la religion de Jésus entrait surtout en concurrence avec le culte d'Isis et d'Osiris et de leur fils Horus. Beaucoup des premières représentations de la Vierge Marie avec l'enfant Jésus sur ses genoux sont inspirées de statues d'Isis portant le pharaon, son fils symbolique. L'un des premiers à remarquer cette corrélation n'est autre qu'Ernest Wallis Budge. Le fait est que les Égyptiens croyaient en un dieu, Osiris, qui vécut sur terre où il connut une mort horrible, puis ressuscita d'entre les morts. Il ne fait aucun doute que les idées et représentations religieuses de certaines sectes chrétiennes découlent directement des Égyptiens. Voilà, donc là, c'est intéressant, ce document-là. Pourquoi? Parce qu'on voit bien que c'est le moment où il y a eu chevauchement. C'est-à-dire qu'il y a l'ancienne tradition dans laquelle il y a déjà tout. C'est-à-dire tout ce qui va constituer la révélation
est déjà établie. Donc le problème maintenant, c'est quoi? Si Jésus est celui qui amène la révélation, la vie éternelle, le royaume de Dieu, l'existence de Dieu, tout ça, et que si tout ça existe déjà par écrit, et que les textes sont les mêmes, comme le dit la Bible Tome, c'est-à-dire qu'on découvre que tous ces textes-là étaient déjà écrits, la question c'est, la révélation, c'est une fake news. Vous comprenez ce que je vous dis par là? Parce que révéler, c'est annoncer ce qui n'existait pas. Maintenant, la question, c'est qu'est-ce qui n'existait pas dans la révélation? Parce qu'il y a beaucoup de choses même que la révélation a oubliées et qu'elle n'a pas dit, à commencer par le fait qu'il y avait 42 commandements et pas 10. Vous voyez l'affaire? Et il y a beaucoup de choses qui ont été oubliées et on voit bien qu'en fait, ces gens, c'est le moment où les Occidentaux ont découvert cette tradition. Vous voyez l'affaire? Et qu'ils ont fait cette tradition, leur tradition, qu'ils ont placé à ce moment-là un repère historique disant que nous arrivons et nous entrons dans l'histoire à ce moment-là. Vous voyez? Parce qu'on a fondé notre unité, parce que jusqu'à présent, les cités grecques étaient organisées en clans. Chaque cité avait sa divinité. C'était le polythéisme grec, le polythéisme romain. Mais là, ils ont fondé une unité sur la base d'une théologie qu'ils ont découvert en Afrique. Donc ils disent, là maintenant, on commence à se constituer véritablement en tant que force politique, c'est-à-dire que tous les peuples européens maintenant vont s'organiser autour d'un seul Dieu et nous allons l'imposer par les armes. Et c'est ce qu'a fait l'Empire romain, c'est-à-dire on a imposé cette unique-là par les armes. Et après on a été l'imposer par les armes aux autres à l'époque de l'esclavage, la colonisation et autres. Et ça a été fait par les armes, il faut quand même être un petit peu sérieux. Vous voyez ce que je dis par là? Donc maintenant le problème de fond, c'est que ce qui a été accompli par les armes ne peut pas avoir été accompli pour Dieu. Là il y a un petit problème qui ne passe pas. Vous voyez l'affaire? Parce que ça veut dire que nous allons légitimer l'aliénation culturelle, l'escroquerie, le mensonge et le brigandage organisé. Vous voyez ce que je veux dire par là? C'est là où il faut se fixer des limites. Et je pense que la chose c'est que nous respectons les cultures. Vous avez entendu? L'aliénation. Non, attendez. Non. L'homme blanc, il est trop fort dans le mensonge. L'homme blanc, il dit, il faut devenir franc-maçon. Tu deviens franc-maçon, tu deviendras président. Tu deviens Illuminati, tu deviendras président. Non, l'homme blanc est fort. Fort dans le mensonge. La Bible, ils ont copié dans le papier russe. Ils ont falsifié la Bible. Non. Et l'aliénation totale. Là, je comprends bien pourquoi la Bible, elle est vraiment en fonction en Afrique. C'est pour abrutir l'homme noir, c'est pour que l'homme blanc, dès qu'il apparaît en Afrique, l'homme noir tremble. Comme des zombies dans le clip de Thriller de Michael Jackson. Tous ils sont comme ça. Hein? Non, l'homme blanc est fort. Ah! Fort dans le mensonge. L'aliénation, ils ont bien aliéné l'être humain avec la Bible et ça marche bien. Non, l'homme blanc est fort. Et les dictateurs savent bien toute la manigance des églises. Ils savent bien toute la manigance du Vatican. Mais ils laissent faire. Non, ils sont forts. Spécialistes dans le mensonge. Le système capitaliste est relié. Capitalisme, nouvel ordre mondial, religion, prostitution, mafia. Tous ils sont ensemble et fait un. Non, l'homme blanc est fort. Ah! L'homme noir créé par Dieu en premier sur terre. Mais l'homme noir se fait manipuler par l'homme blanc. À partir de quoi? La Bible. Non. On va finir ça et après un petit remix
Et après, nous allons rentrer sur les vrais sujets. Non, l'homme blanc est fort. Il est fort. Non, l'homme blanc, tu es fort. L'homme blanc, tu es fort. On va respecter la tradition de l'Indien, on va respecter la tradition de l'Européen, on va respecter la tradition de tout le monde, mais on aimerait que tout le monde respecte aussi la tradition africaine. Vous voyez, qui est la maman qui a donné naissance à toutes les traditions. Et que si la maman n'était pas là, il n'y aurait pas eu les enfants. Vous voyez? Donc il faut apprendre aussi à respecter l'Africain, et il faut que l'Africain aussi, sur le plan de la spiritualité, de la théologie, apprenne à se respecter. Et c'est ça, je dirais, c'est là où commence le début d'une nouvelle ère d'échange dans les rapports nord-sud. Merci beaucoup Jean-Philippe Omotunde, en tout cas, pour cette intervention encore une fois ce soir. On se retrouve très prochainement pour la suite de ces analyses. Non, c'était trop fort. L'analyse a été trop forte. Maintenant, nous allons passer un petit remix avant qu'on passe sur le domaine. Nous allons passer tout à l'heure sur le domaine de la première, deuxième guerre mondiale, le capitalisme. Mais nous passons d'abord sur un petit remix pour dire que l'homme blanc est fort. Il est fort dans le mensonge. Spécialiste dans le mensonge, l'homme blanc. Oh non. Non, tu es fort, l'homme blanc. Tu es fort. Tu es fort. Tu es fort, l'homme blanc. Tu es fort. Tu es fort. Non, l'homme blanc. L'homme blanc, tu es fort. Oh non, 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 non. Tu es fort, l'homme blanc. Fort dans le mensonge. Oh non. 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 L'homme blanc est fort. Non. Fort dans le mensonge. La Bible est une arme sophistiquée pour détruire toutes les origines de l'homme noir. L'homme noir oublie que ses parents étaient des esclaves, ses arrière-grands-parents. La Bible, copier-coller sur du papier russe. L'homme blanc, spécialiste dans le mensonge. Ils ont dit Jésus-Christ. Ils ont dit la Sainte Vierge Marie. Ah! L'homme blanc. Menteur, 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 l'homme blanc. Alors, j'avais dit, dans des directs que j'avais fait avant, la Bible, ils ont volé les données de nos ancêtres à l'époque, quand ils ont volé les statuettes qu'ils sont allés mettre au musée du Quai Branly, musée Jacques Chirac, à Paris. Au Vatican, il y a des statuettes de nos ancêtres. Le Vatican, le temple de la pédophilie, le temple de Satan Lucifer. Tous des menteurs. Le pape, il bénit les multinationales pour aller tuer en RDC, aller tuer au Gabon, aller tuer au Cameroun, au Togo, en Centrafrique, au Tchad, en Côte d'Ivoire. Vous avez entendu dans le direct précédemment que j'ai fait, le pape, même s'il commet des erreurs, il ne peut pas être poursuivi. Il est protégé par des passeports diplomatiques. Oh non, l'homme blanc, spécialiste. Oh là 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 là. Non, l'homme blanc a joué vraiment avec l'homme noir. Il est fort, trop fort.
Hippolyte Kanambe, s'il existe encore, il est en RDC. Un imposteur, Rwandais Tutsi. La Bible, la Synco, Église catholique. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Donnez-nous la possibilité de mentir le peuple noir. Non, l'homme blanc est fort. La religion et la politique et la prostitution, tous ensemble, trafic du pognon, détournement des fonds et laissent les peuples vivre dans une pauvreté immense. Et après, ils sont là. Ils vont dans les églises catholiques. Notre Père, qui es aux cieux, donne-nous la force de pouvoir bien détruire l'Afrique. Non, l'homme blanc est un grand menteur, spécialiste dans le mensonge. Et ils ont le savoir, hein? Mais tout est basé dans le mensonge. Laurent Gbagbo était élu démocratiquement par le peuple gabonais, le peuple ivoirien. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dégagé Laurent Gbagbo à la CPI. Non, l'homme blanc est fort. Tous basés dans le mensonge. Mensonge. La Bible. Le remède pour détruire le cerveau de l'homme noir. Tous ont des passages. Faites-moi voir où ce que Dieu a écrit que les multinationales doivent aller tuer des populations en RDC. Faites-moi voir, c'est écrit où? Faites-moi voir là où ce que c'est dit que la femme doit être une arme de guerre. Faites-moi voir le passage là où ce que c'est dit les enfants au Congo devront travailler dans les mines. Les enfants de 4 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans, 9 ans, 10 ans, 11 ans, 12 ans, 13 ans, 14 ans, 15 ans, 16 ans, 17 ans. Faites-moi voir. Non, l'homme blanc est fort. Il est trop fort dans le mensonge. Oh non, il est trop fort. L'homme blanc, tu es fort. L'homme blanc barbare, il a pris nos ancêtres. Il les a menés esclaves aux États-Unis. En France, il les a vendus. Oui. Et il repartit chercher d'autres. En France, on demandait 400 hommes. Eux, ils amenaient 800. Tous les autres 400, ils jetaient dans la mer. Maintenant, les bateaux pétroliers, quand ça quitte l'Afrique, ou les bateaux passagers, vous avez les requins derrière. Parce que les requins ont enregistré que l'homme blanc jette l'homme noir et eux, ils peuvent bien manger. Non, l'homme blanc, fort dans le mensonge. La Bible, le remède pour tuer l'homme noir. Et voilà comment les multinationales opèrent. Ils volent tout ce qu'ils veulent en RDC. Ils volent tout ce qu'ils veulent au Congo-Brazzaville. Ils volent tout ce qu'ils veulent au Gabon, au Tchad, Centrafrique, partout en Afrique. Non, l'homme blanc est fort. La Bible. Aime ton prochain comme toi-même. Non, l'homme blanc est fort. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Tous ont des chapelets en Afrique. Il y a pas mal d'églises. Mais on tue immensement. L'Africain n'a pas la possibilité de se faire soigner. Mais beaucoup meurent. Non. L'homme blanc est fort. Fort dans le mensonge. Mensonge. L'homme blanc est un grand psychopathe, mythomane, grand menteur. Tous des francs-maçons, des Illuminati. L'homme blanc, politique, menteur, politique, voleur, politique, assassin en RDC. L'homme blanc, politicole, assassin, tueur de Patrice Lumumba, assassin, tueur de nos ancêtres corrompus. Ils ont amputé les mains, les pieds de nos ancêtres pour le liquide du caoutchouc. L'homme
blanc. Monteur, 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 monteur. Multinational. Le pape, un grand monteur, psychopathe mythomane. 666. Le pape est un grand champion dans la pédophilie. La vérité doit être dite. Enfoiré de merde. Nous allons maintenant passer sur la vérité. L'homme blanc a tellement menti en Afrique. Il joue avec l'homme noir. Non, ils sont forts. L'homme blanc, vous êtes forts, mais vous êtes les plus idiots. Parce que les Africains ont compris qui vous êtes. Non, l'homme blanc, spécialiste dans le mensonge, enfoiré de merde. Voilà pourquoi vous donnez les armes pour tuer le peuple noir. Voilà pourquoi vous donnez les 100 $. Vous donnez beaucoup d'argent aux opposants du ventre. Pour corrompre, pour se présenter aux élections. Non, vous êtes fort. Fort dans la bêtise du mensonge. Non, l'homme blanc, spécialiste dans le mensonge. Enfoiré de merde. Ah! Non, l'homme blanc. Non. Non, Léopold II. On va écouter Léopold II tout à l'heure. La Bible. Oh non, 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 non. La Bible est un bon livre pour abrutir l'homme noir. Et quand l'homme blanc vient voler les minéraux, tous ils sont là. Ils appellent. Oh, Sainte Vierge Marie, viens à notre secours. Ils appellent. Oh Dieu, Dieu ne nous laisse pas. Les multinationales nous tuent. Les Rwandais nous tuent tous. Non, l'homme blanc, spécialiste dans le mensonge. Ah! Chapeau, chapeau. Vous êtes fort. Vous êtes fort, l'homme blanc. Fort dans la... Dans tous les domaines du mensonge. Vous êtes fort. Dites-moi, pourquoi vous avez tué Pablo Escobar? Parce que Pablo Escobar n'était pas plus dangereux que vous. Vous êtes plus dangereux que Pablo Escobar. Oui. Non, l'homme blanc. Spécialiste dans le mensonge. Non. Et pas mal des opposants. Des opposants, soi-disant du Congo-Brazzaville. Ils aiment bien être devant avec des hommes blancs. Des hommes blancs qui sont en short. Et ils sont à côté, ils prennent des photos. Oh non, l'homme noir. L'aliénation totale. On lui a fait croire, tu veux le pouvoir, deviens franc-maçon, deviens Illuminati. Frottage des fesses. Oui, frottage des fesses. Il y a pas mal de francs-maçons dans l'opposition et dans les politiques là-bas chez nous en Afrique. Mais les politiques qui sont égales, Satan Lucifer, envoyait plus des peuples à la mort. L'homme blanc, spécialiste dans le mensonge, enfoiré de merde. Non, ils sont forts, ils sont forts. Ils sont trop forts. Non, l'homme blanc, spécialiste. Non, 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 non. L'homme blanc, tu es trop fort, tu es trop fort, tu es trop fort. Fort dans le mensonge, l'homme blanc. Ah non, 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 non.
les sociodémocrates arrivés en 1914 ont divisé leur parti en deux camps, une aile réformiste et une aile révolutionnaire. Les réformistes sont ceux qui pensent qu'on peut transformer une société capitaliste en une société socialiste petit à petit par des réformes et des améliorations. Excusez-moi. Le Parti social-démocrate éclate en 1917. En 1918, l'aile révolutionnaire forme le Parti communiste. Pourquoi ne pas faire comme en Russie, tourner les fusils contre les capitalistes? Des marins à Kiel jettent leurs officiers en prison et refusent de continuer à se battre. Le soulèvement se répand à travers toute l'Allemagne. Berlin est entre les mains des travailleurs. Misère de misère, qu'est-ce que je vais faire? Voyons. Eh bien, quand on ne peut pas les battre, on s'arrange pour être avec eux. Peut-être que si on disait au Kaiser de ficher le camp, puis si on donnait aux sociodémocrates une place dans le gouvernement, peut-être que... Le Kaiser abdique et les chefs sociodémocrates entrent au gouvernement. Ils n'ont pas du tout envie de se débarrasser du capitalisme. Au lieu de ça, ils font tout ce qu'ils peuvent pour stopper la révolution allemande. Amis, citoyens, retournez dans les usines. Abaissez vos fusils, rassurez-vous. Vous aurez du pain et vous pourrez voter librement. Nous devons négocier dans le calme et la paix. Faites-nous confiance. Nous avons gagné le droit de voter. Nous nous sommes débarrassés du Kaiser. Mais ne voyez-vous donc pas que les capitalistes sont toujours là et que tant et aussi longtemps qu'ils resteront ici, il y aura la guerre et la pauvreté. Mais c'était trop tard. Les réformistes sociodémocrates au pouvoir ne font plus confiance au peuple. Ils prennent les commandes de la police et de l'armée. Ils ont besoin de ces deux outils pour écraser les révolutionnaires. Et c'est ce qu'ils font. Les bureaux et les imprimeries des révolutionnaires sont détruits. Les manifestants se font tirer dessus. Leur leader assassiné. Et le 15 janvier 1919, la contre-révolution triomphe. Les sociodémocrates forment le gouvernement. Ils pensent toujours qu'ils vont pouvoir abolir la misère en coopérant avec les capitalistes, qu'ils appellent des employeurs. C'est là que Rosa Luxembourg va mourir. Le capitalisme est sauvé. Au même moment, un nouveau parti est fondé, le Parti national socialiste des travailleurs, ou le Parti nazi. On en réentendra parler. Nous nous étions attendus à ce que la révolution s'étende à toute l'Europe et à recevoir de l'aide des travailleurs des autres pays. Mais dans toute l'Europe, les sociodémocrates se sont rangés du côté des capitalistes. Autour de la Russie, le pays agricole le plus arriéré de l'Europe, on ferme les frontières. La guerre civile éclate. Les armées impérialistes nous attaquent. Leurs agents complotent contre nous avec ceux que nous avons renversés. Nous allons nous en sortir, mais seulement en comptant sur nos propres moyens. Nous avons besoin d'une industrie puissante pour fabriquer des armes et de la machinerie agricole. Nos industries sont trop petites et trop peu nombreuses. Il nous faut agir vite. Mais comment pouvons-nous organiser une industrialisation rapide? Pendant des siècles, notre peuple a été maltraité et exploité. Plusieurs sont incapables de lire et d'écrire. Nous devons leur donner le temps d'apprendre et de changer. Nous allons perdre le soutien de plusieurs camarades si nous essayons de les forcer à faire quelque chose sans leur expliquer pourquoi cela est nécessaire. Mais avons-nous le choix? L'industrialisation est notre seule chance. Et le temps presse. Nous n'avons plus le temps de tout expliquer. Nous devons prendre l'initiative parce que nous savons ce qui est en train de se passer. Ceux qui protestent devront comprendre. Commençons dès maintenant à construire nos propres défenses. Industrialisation et défense. Mais nous pourrions nous y prendre de bien d'autres manières. Tout le monde a le droit de s'exprimer. Si nous ne donnons pas à nos camarades la possibilité de critiquer, ils vont cesser de nous faire confiance et oublier que le combat contre le capitalisme ne peut avoir lieu dans un seul pays, mais bien dans tous les pays s'il peut triompher. Les capitalistes conspirent entre eux pour écraser l'Union soviétique. Les capitalistes des États-Unis, de l'Angleterre, de la France et du Japon envoient des troupes et des armes, mais sans déclarer la guerre. Et les capitalistes et grands propriétaires terriens russes organisent leur propre armée. L'invasion se mêle à la guerre civile. C'est la famine. La viande et le pain sont